Le soleil de fin d'après-midi, bas sur l'horizon provençal, étirait des ombres démesurées à travers les ruelles du vieux village. Sa lumière, épaisse et dorée comme du miel, baignait les façades en pierre ocre des bâtisses anciennes, réchauffant les tuiles romanes des toits et faisant chanter les couleurs vives des volets. C'est là, assise sur les marches froides d'un hangar désaffecté qui lui servait de refuge précaire depuis 3 interminables semaines, que se trouvait Chloé Dubois. L'air sentait le thym sauvage et la poussière chaude. Autour d'elle, le chant assourdissant des cigales composait la bande-son immuable de l'été. Sa robe couleur crème, un vestige d'une autre vie, autrefois élégante et fluide, pendait maintenant, lamentable et souillée, sur sa silhouette amaigrie. Une tache de vin près de l'ourlet lui rappelait un dîner entre amis qui semblait remonter à un siècle, une autre, plus sombre, près de l'épaule, témoignait d'une nuit passée à même le sol. Chaque marque était une cicatrice, un rappel brutal de sa chute. À 28 ans, son visage portait les stigmates contradictoires de son existence. Il y avait la jeunesse de ses traits fins, mais aussi la maturité précoce gravée par l'épreuve. Ses cheveux blonds, autrefois soyeux et coiffés avec soin, formaient un enchevêtrement de nœuds que la poussière avait ternis. Son visage était maculé de la crasse de la rue, mais au fond de ses yeux bleus, clairs comme le ciel de Provence après un orage, brillait encore une étincelle de détermination que la misère n'avait pas réussi à éteindre. Elle avait été enseignante. Une vie simple, ordonnée. Un appartement coquet, une petite voiture, une existence qui avait un sens. Et puis, la maladie avait frappé. Les factures pour le traitement du cancer de sa mère, Monique Dubois, avaient commencé à s'accumuler, dévorant ses économies avec une voracité implacable. Puis le plan de licenciement à son école, inattendu, brutal. Enfin, l'expulsion. La descente aux enfers avait été vertigineuse, impitoyable. Chaque filet de sécurité, chaque main tendue s'était rompue, l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'elle se retrouve ici, sur le pavé, luttant pour survivre un jour à la fois. Chloé était perdue dans ses pensées, le ventre creux, pesant le pour et le contre. Marcher jusqu'au foyer d'hébergement pour le dîner, s'exposer au regard, à la pitié ou au mépris, ou bien économiser le peu d'énergie qui lui restait et supporter la faim une nuit de plus. C'est alors qu'elle l'entendit. Un cri d'enfant. Aigu, perçant, chargé d'une terreur pure qui déchira le bruit de fond du village. Avant même que son cerveau n'ait eu le temps de traiter l'information, elle était sur ses pieds. Son corps avait réagi avec un instinct qu'elle ne se connaissait pas. Ses yeux balayaient frénétiquement les alentours, cherchant la source de cette détresse. C'est là qu'elle le vit. Un petit garçon, pas plus de 4 ans, vêtu d'une chemise bleue, figé sur le seuil d'un bâtiment à 3 portes de son abri. Derrière lui, une fumée noire et épaisse s'échappait en volutes opaques, et à travers les fenêtres, Chloé pouvait distinguer la lueur sinistre et orangée des flammes qui dansaient à l'intérieur. Le garçon était pétrifié, prisonnier de la porte, pleurant, toussant, trop terrifié pour avancer ou reculer. Son petit corps était secoué de sanglots. Chloé n'a pas réfléchi. Réfléchir aurait signifié reconnaître le danger, évaluer les risques pour sa propre sécurité, lister toutes les raisons pour lesquelles il valait mieux laisser quelqu'un d'autre s'en charger. Au lieu de cela, elle a couru. Ses pieds nus, elle avait perdu ses chaussures 2 jours plus tôt dans une ruelle sombre, martelait le pavé chaud tandis qu'elle sprintait vers le bâtiment en feu. Les gens commençaient à remarquer. Des cris s'élevaient, des téléphones portables sortaient des poches pour filmer la scène, mais personne, absolument personne d'autre ne bougeait vers l'enfant. Ils étaient des spectateurs d'une tragédie imminente. « Je suis là, mon petit, n'aie pas peur », cria Chloé en arrivant à sa hauteur. « Je te tiens. » D'un geste, elle le souleva, sentant à quel point il était petit et fragile, comment son petit corps tremblait de terreur contre le sien. La fumée était âcre, suffocante, brûlant ses poumons à chaque inspiration. La chaleur qui émanait du bâtiment était intense, même depuis le seuil. Chloé se retourna pour rebrousser chemin, serrant l'enfant contre sa poitrine comme un trésor inestimable, lorsqu'un craquement sinistre retentit au-dessus d'eux. Elle leva les yeux juste à temps pour voir une partie de la façade, affaiblie par le feu, commencer à se désagréger. Sans une once d'hésitation, elle se jeta en avant, couvrant le corps du garçon avec le sien alors qu'une pluie de débris s'abattait autour d'eux. Quelque chose percuta son épaule avec une douleur aiguë et fulgurante. Elle sentit la peau de ses bras et de ses jambes s'écorcher contre le pavé rugueux lorsqu'ils heurtèrent le sol, mais elle ne relâcha pas son étreinte, protégeant l'enfant de son corps jusqu'à ce que la cascade de briques et de mortier cesse. « Ça va » halta-t-elle,
s'écartant pour examiner le visage du garçon. Il pleurait à chaudes larmes, mais hocha la tête. Aucune blessure visible. Un miracle. Chloé se releva péniblement, ignorant la douleur lancinante dans son épaule et le sang qui coulait de ses multiples éraflures. Elle porta le garçon loin du bâtiment, loin du danger, ne s'arrêtant que lorsqu'ils furent à une distance de sécurité respectable, au milieu de la petite place du village. À ce moment-là, les sirènes hurlaient au loin, se rapprochant rapidement. Pompiers et ambulanciers arrivaient. Une foule s'était formée, les gens se pressaient, posaient des questions, essayaient d'aider, maintenant que le danger immédiat était passé. Chloé posa doucement le garçon par terre, le vérifiant une dernière fois. « Tu es en sécurité maintenant, lui dit-elle en lissant ses cheveux en désordre. Tout va bien se passer. Merci, murmura-t-il, sa voix rauque à cause de la fumée. Vous m'avez sauvé, madame. Il faut qu'on vous examine, dit un secouriste en s'approchant avec une trousse médicale. Vous êtes blessé. Je vais bien, répondit Chloé par automatisme. Elle avait appris que l'aide venait souvent avec un prix, des questions auxquelles elle ne voulait pas répondre, une confrontation avec des systèmes auxquels elle ne faisait plus confiance. Le garçon a plus besoin de vous. Quelqu'un s'occupe de lui. S'il vous plaît, vous saignez. J'ai dit que j'allais bien. Chloé recula, soudain consciente de tous ses yeux braqués sur elle, de cette attention non désirée. Elle ressemblait à ce qu'elle était, une sans-abri, sale, une pièce qui ne cadrait pas dans une histoire de sauvetage héroïque. Elle voyait les questions se former sur les visages, ce mélange de gratitude et de malaise qu'elle avait appris à reconnaître. Avant que quiconque ne puisse la retenir, Chloé se glissa dans la foule grandissante et disparut. Elle trouva une ruelle tranquille 3 rues plus loin et s'autorisa enfin à s'asseoir, à laisser la douleur l'envahir. Son épaule la lançait violemment là où le débris l'avait frappée. Ses bras et ses jambes la brûlaient, le sang suintant à travers le tissu déchiré de sa robe. Mais elle était en vie. Et plus important encore, ce petit garçon était en vie. Chloé ferma les yeux, sentant l'adrénaline se dissiper, remplacée par l'épuisement familier qui était son compagnon de tous les instants. Elle avait fait quelque chose de bien aujourd'hui. Cela devait suffire. Ce que Chloé ignorait, c'est que le petit garçon qu'elle avait sauvé s'appelait Léo Martin, et que son père, PDG et propriétaire majoritaire de Fournier Technologies, l'une des entreprises les plus prospères de la région, était en pleine réunion à Aix-en-Provence lorsqu'il reçut l'appel annonçant que son fils avait été pris dans un incendie. Lucas Fournier avait 35 ans, une richesse qui dépassait les rêves de la plupart des gens, une réussite à tous les égards de la société. Il avait bâti son entreprise à partir de rien, travaillant 100 heures par semaine, sacrifiant tout sur l'autel du succès. Son mariage avait été une victime de cette ambition dévorante. Son ex-femme avait emmené leur fille à Paris 2 ans plus tôt, et Léo, son fils issu d'une relation ultérieure qui avait également échoué, vivait avec lui à plein temps. Léo était tout pour Lucas. La mère du garçon avait lutté contre une addiction et avait convenu que Léo serait mieux avec son père. Lucas avait déversé tout l'amour qu'il n'avait pas réussi à donner dans ses relations amoureuses sur son fils. Et la pensée de perdre Léo était plus terrifiante que n'importe quel échec professionnel. Lorsque l'appel arriva, lui apprenant que Léo avait été dans un incendie au centre de loisirs, qu'il était sain et sauf mais qu'il avait été sauvé par une inconnue qui avait ensuite disparu, Lucas quitta sa réunion sans un mot. Son chauffeur le déposa sur les lieux en 15 minutes. Il y trouva Léo, enveloppé dans une couverture, examiné par les ambulanciers, physiquement indemne mais profondément secoué. « Papa » s'écria Léo en voyant son père. Lucas le serra dans ses bras, si fort qu'il craignit de lui faire mal, mais incapable de le lâcher. « Je suis là, dit Lucas, la voix brisée par l'émotion. « Je suis là, mon grand. Tu vas bien. Tu es en sécurité. La dame m'a sauvé, dit Léo, ses mots se bousculant. Le feu faisait si peur et je ne pouvais plus bouger, et elle est arrivée en courant, elle m'a pris dans ses bras et il y avait des choses qui tombaient, mais elle m'a protégé et elle s'est fait mal, mais après elle est partie et je n'ai pas pu la remercier comme il faut. Papa, il faut la retrouver. On la retrouvera, promit Lucas. Je te le jure, on la retrouvera. Mais ce ne fut pas facile. La femme avait disparu dans la foule avant que quiconque ait pu lui demander son nom. Les témoins interrogés par l'équipe de sécurité de Lucas ne purent fournir que des descriptions vagues. Blonde, jeune, portant une robe claire, sans abri ou de passage d'après son apparence. Personne n'avait vu où elle était allée.
Les images de vidéosurveillance des bâtiments voisins la montraient courant vers le feu, emportant Léo, puis se faufilant dans la foule, mais les caméras la perdaient ensuite. Elle s'était évanouie aussi complètement que si elle n'avait jamais existé. Lucas passa les 3 jours suivants à la chercher. Il mobilisa toute son équipe de sécurité. Il engagea un détective privé. Il se rendit à l'endroit où Léo avait été sauvé et arpenta lui-même le village, montrant aux gens un portrait robot réalisé d'après les descriptions des témoins. Rien. C'était comme si cette femme avait été un ange, apparu au moment où ils avaient besoin d'elle, avant de retourner d'où viennent les anges une fois leur travail accompli. Finalement, le 4e jour, alors que Lucas traversait la zone artisanale, montrant le portrait robot à quiconque voulait bien le regarder, un homme plus âgé chargeant des caisses dans un camion l'arrêta. « Ouais, je l'ai peut-être vu, » dit l'homme, un certain Pierre Garnier, en étudiant le dessin. Une femme qui lui ressemble dort parfois dans le coin, près de l'ancienne usine Leroy. Je ne peux pas dire avec certitude que c'est elle, mais ça pourrait. Le cœur de Lucas fit un bond. Quand l'avez-vous vue? Ce matin. Mais écoutez, monsieur, vous avez l'air d'avoir de l'argent. Et les gens d'ici, ils ne se méfient pas toujours de l'argent. Si vous débarquez là-bas avec votre costume chic et vos gardes du corps, elle disparaîtra à nouveau. Si vous voulez la trouver, il faut y aller doucement. Allez-y seul. Soyez respectueux. Lucas suivit le conseil. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, il se rendit seul à l'ancienne usine Leroy. Il trouva Chloé assise sur les marches, là où on lui avait dit qu'elle séjournait parfois, son bras blessé enveloppé dans ce qui ressemblait à un vieux t-shirt, son visage émacié par la faim et l'épuisement. Il s'approcha lentement, ne voulant pas l'effrayer. « Excusez-moi, dit-il doucement. Êtes-vous la femme qui a sauvé un petit garçon d'un incendie il y a 4 jours ?» Chloé leva les yeux, et Lucas vit ses pupilles se dilater, non pas en le reconnaissant lui, mais en reconnaissant ce qu'il représentait. L'argent, l'autorité, les ennuis. Elle commença à se lever, prête à fuir, mais Lucas leva les mains. « S'il vous plaît, ne partez pas. Je suis Lucas Fournier. Le père de Léo. Vous avez sauvé la vie de mon fils, et je vous cherche depuis ce jour. » Chloé resta debout, méfiante, sur le qui-vive. « Il va bien? Votre fils? Il est en parfaite santé. Grâce à vous. » Lucas fit un pas de plus et, dans la lumière déclinante, il put voir le bandage de fortune sur son bras, les éraflures en voie de guérison sur ses jambes, la façon dont elle se tenait, comme si son épaule la faisait souffrir. « Mais vous, vous êtes blessé. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Laissez-moi vous remercier pour ce que vous avez fait pour mon fils. » « Je ne veux pas d'argent, » dit rapidement Chloé. « Je ne cherche pas de récompense. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. Mais tout le monde ne l'a pas fait, » dit doucement Lucas. Il y avait des dizaines de personnes dans cette rue, et vous êtes la seule à avoir couru vers le danger au lieu de le fuir. Vous avez protégé mon fils avec votre propre corps. Vous avez été blessé en le sauvant. Ce n'est pas ce que n'importe qui l'aurait fait. C'est de l'héroïsme. Chloé secoua la tête. J'ai juste réagi. Je n'y ai pas pensé. Ce qui rend votre geste encore plus remarquable. Lucas désigna les marches. Voulez-vous vous asseoir avec moi, juste un instant, s'il vous plaît? Après une longue hésitation, Chloé s'assit. Lucas la rejoignit, prenant soin de laisser un espace entre eux, ne voulant pas l'envahir. Léo ne cesse de parler de vous, dit Lucas. Il vous appelle son ange. Il s'inquiète pour vous. Il veut s'assurer que vous allez bien. Il m'a demandé de vous trouver pour qu'il puisse vous remercier convenablement. Je vais bien. Vous êtes blessé et vous vivez dans la rue. Lucas garda sa voix douce, sans jugement. Je ne connais pas votre histoire, et vous n'avez pas à me la raconter si vous ne le souhaitez pas. Mais je pensais ce que j'ai dit. Vous avez sauvé ce que j'ai de plus précieux au monde. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Je ne fais pas la charité, dit Chloé, la voix tendue. Ce n'est pas la charité, c'est de la gratitude. C'est. Lucas fit une pause, cherchant les mots justes. Avez-vous de la famille? Des gens qui voudraient savoir que vous êtes en sécurité? Le visage de Chloé se contracta légèrement avant qu'elle ne reprenne le contrôle. Ma mère est décédée il y a 6 mois. D'un cancer. Je n'ai personne d'autre.
Je suis désolé, dit Lucas, et il le pensait sincèrement. Ce doit être incroyablement difficile. Ils restèrent assis en silence un moment. Puis Lucas reprit la parole, sa voix prudente. J'ai une proposition à vous faire. Pas de la charité, mais un véritable emploi. J'ai besoin de quelqu'un de confiance auprès de Léo. Quelqu'un qui le protégerait comme vous l'avez fait. Sa mère n'est pas dans sa vie, et je travaille de longues heures. J'ai une nounou, mais Léo a besoin de plus qu'une simple garde d'enfant. Il a besoin de quelqu'un qui se soucie de lui, qui le voit comme plus qu'un simple travail. Accepteriez-vous de faire partie de sa vie, de travailler pour notre famille? Chloé le regarda avec incrédulité. Vous voulez m'embaucher? Vous ne savez rien de moi. Je sais la chose la plus importante. Je sais que vous couriez dans un bâtiment en feu pour sauver un enfant que vous n'aviez jamais rencontré. Je sais que vous protégeriez un enfant de 4 ans avec votre propre corps. Cela m'en dit plus sur votre caractère que n'importe quel CV ne pourrait jamais le faire. J'étais enseignante, dit Chloé à voix basse. En CP. Avant. J'ai tout perdu quand ma mère est tombée malade. Les frais médicaux, le temps que j'ai dû prendre sur mon travail. Tout s'est effondré. Alors vous êtes qualifié, dit Lucas. Plus que qualifié. Chloé. C'est bien Chloé, n'est-ce pas? J'ai entendu un des témoins mentionner ce nom. Elle hocha la tête, surprise qu'il le sache. Chloé, je n'essaie pas de vous secourir ou de vous sauver. Je vous offre un travail parce que vous êtes la personne que je veux dans la vie de mon fils. Oui, le travail vient avec un logement. Vous auriez votre propre appartement dans ma maison de campagne. Et oui, il vient avec une assurance maladie et un salaire qui vous permettrait de reconstruire votre vie. Mais je vous l'offre parce que vous êtes la bonne personne, pas parce que j'ai pitié de vous. Pourquoi me feriez-vous confiance? Je suis une sans-abri. Je pourrais être n'importe qui. Vous êtes quelqu'un qui risque sa vie pour les autres. C'est ce que vous êtes. Les circonstances qui vous ont conduite à la rue ne changent rien à cela. Au contraire, elles prouvent votre force. Vous avez traversé l'enfer et vous êtes toujours là. Toujours à vous battre, toujours à vous soucier des autres. C'est la personne que je veux que mon fils connaisse. Chloé pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur ses joues sales. Cela fait si longtemps que personne n'a cru en moi. Croyez en vous-même, dit doucement Lucas. Vous avez sauvé mon fils. Vous êtes une héroïne. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Laissez-moi vous donner une chance de vous reconstruire, non pas par charité, mais parce que vous l'avez mérité, parce que vous le méritez. Chloé pensa au petit visage de Léo, à sa confiance, à sa peur. Elle pensa à quel point il lui avait semblé naturel de le protéger, de faire passer sa sécurité avant la sienne. Elle pensa à sa mère, qui lui avait toujours dit que l'enseignement était sa vocation, qu'elle avait un don avec les enfants. D'accord, murmura-t-elle. Je vais essayer. Ce soir-là, Lucas emmena Chloé à un hôtel. Il fit venir un médecin pour soigner ses blessures, fit livrer des vêtements propres et fit monter un repas dans sa chambre. Et le lendemain matin, il l'emmena rencontrer Léo. Les retrouvailles furent d'une beauté simple et poignante. Léo vit Chloé et courut vers elle, jetant ses petits bras autour de sa taille. « Tu es revenu. J'étais si inquiet pour toi. » Chloé s'agenouilla, serrant le garçon dans une étreinte appropriée. « Je vais bien, mon cœur. Et tu vas bien. C'est tout ce qui compte. Tu vas rester, demanda Léo, les yeux pleins d'espoir. Papa a dit que tu pourrais peut-être vivre avec nous et m'aider à prendre soin de moi. S'il te plaît, je t'aime bien. Chloé leva les yeux vers Lucas, qui les regardait avec une expression d'un tel soulagement et d'une telle gratitude que cela lui serra la poitrine. Elle regarda de nouveau Léo, cet enfant qui avait en quelque sorte changé sa vie en étant en danger, qui lui avait donné un but alors qu'elle avait perdu tout sens de l'orientation. Oui, dit-elle, la voix nouée par l'émotion. Je vais rester. La transformation ne fut ni instantanée ni magique. Chloé avait des traumatismes à surmonter, une confiance à reconstruire, mais lentement, jour après jour, elle guérit. Elle travaillait avec Léo, lui faisant la classe, jouant avec lui, l'aimant avec la même protection féroce qu'elle avait montrée le jour de l'incendie. Elle suivit des cours pour renouveler son diplôme d'enseignante. Elle économisa de l'argent, se bâtit une vie, se souvint de qui elle était avant que tout ne s'écroule.
Et Lucas regardait tout cela. Le courage et la résilience de cette femme. Il sentit quelque chose changer dans son propre cœur. Il avait été si concentré sur le travail, sur le succès, sur l'accomplissement qu'il avait oublié de se construire une vie. Chloé lui rappelait ce qui comptait vraiment. La gentillesse, le courage, la volonté de courir vers le danger pour sauver quelqu'un qui a besoin d'aide. Un an après ce jour, Chloé avait de nouveau sa propre classe, enseignant dans l'école privée que Léo fréquentait. Elle avait son propre appartement en ville, ses propres économies, son indépendance entièrement restaurée. Elle continuait à passer du temps avec Léo et Lucas, mais maintenant en tant qu'amis, en tant que famille, plutôt qu'en tant qu'employés. Et à l'anniversaire de l'incendie, ils se rendirent tous les trois au centre communal reconstruit qui avait remplacé le bâtiment brûlé. Lucas avait fait don des fonds pour sa construction, et Chloé avait aidé à concevoir les programmes éducatifs. Ils se tenaient ensemble lors de l'inauguration, Léo entre eux, tenant leurs deux mains. « Chloé m'a sauvé », dit Léo à la foule lorsqu'il fut invité à parler. Sa voix de 7 ans, claire et fière. Et puis elle a sauvé mon papa aussi, en lui apprenant ce qui est vraiment important. C'est mon héroïne. Chloé serra sa main, les larmes aux yeux. Elle avait pensé que ce jour-là, il s'agissait de sauver Léo, mais la vérité était plus complexe. Oui, elle l'avait sauvé, mais il l'avait sauvé aussi. Lui avait donné une raison de se battre, de croire en elle, de se reconstruire. C'est comme ça que ça marche parfois. On se sauve les uns les autres. La femme sans abri sauve l'enfant, et la famille de l'enfant l'aide à se souvenir qu'elle est plus que ses circonstances. L'héroïne s'avère avoir besoin d'être sauvée aussi. Et celui qui semble tout avoir apprend qu'il a été pauvre de la manière qui compte le plus. Plus tard, alors qu'il se promenait dans le nouveau centre, Léo courant devant pour explorer, Lucas toucha le bras de Chloé. « Merci, dit-il, pour tout. Pour Léo, oui, mais aussi pour m'avoir montré ce qui me manquait. Merci à toi de m'avoir vu, dit Chloé. Pas la femme sans abri, mais moi. Chloé, une personne qui a fait des erreurs et a eu de la malchance, mais qui valait encore la peine qu'on croie en elle. Tu as sauvé la vie de mon fils. Comment aurais-je pu te voir autrement que comme quelqu'un de remarquable ? Chloé sourit. Les gens voient ce qu'ils veulent voir. Tu as choisi de voir quelqu'un qui valait la peine d'être aidé. C'est rare. Non, dit doucement Lucas. Ce qui est rare, c'est quelqu'un qui court dans les incendies pour sauver des enfants qu'il n'a jamais rencontrés. Tout le reste en découle. Ils restèrent là, regardant Léo rire et jouer. Sachant tous les deux que l'incendie qui les avait réunis avait consumé les anciennes versions d'eux-mêmes et forgé quelque chose de nouveau. Une famille, peut-être pas traditionnelle, mais réelle. Une amitié bâtie sur le sauvetage mutuel et le respect. Un rappel que le courage se présente sous de nombreuses formes. Et parfois, la personne qui semble avoir besoin d'être sauvée est en fait celle qui sauve. C'est la vérité sur l'héroïsme. Il ne s'agit pas de tout avoir. Il s'agit de tout donner. Même quand on n'a plus rien à donner. Chloé l'avait prouvé. Et ce faisant, elle n'avait pas changé une seule vie, mais deux. Rappelant à Léo et à Lucas que ce à quoi nous attachons de la valeur compte plus que ce que nous possédons. Et que ceux que nous aidons nous définissent plus que ceux que nous impressionnons. La femme sans abri a sauvé un enfant du feu. Quelques minutes plus tard, le PDG millionnaire est venu la chercher. Mais ce qu'il a trouvé était bien plus que l'héroïne à laquelle il s'attendait. Il a trouvé une enseignante, une amie. Un rappel de tout ce qu'il avait oublié dans son ascension vers le succès. Et elle a trouvé quelque chose aussi. Pas un sauvetage, mais une reconnaissance. Pas la charité, mais le respect. Pas une fin, mais un commencement. Et Léo, il a eu son ange. Celui qui a couru dans le feu quand personne d'autre ne le faisait. Celui qui est resté alors qu'elle aurait pu partir. Celui qui a prouvé que la vraie richesse n'a rien à voir avec les comptes en banque et tout à voir avec le courage de se soucier des autres, même quand cela vous coûte tout. C'est l'histoire que Chloé a racontée à Léo des années plus tard, quand il l'a interrogé sur ce jour-là. « Tu m'as sauvé », a-t-il insisté. « On s'est sauvé l'un l'autre », a corrigé doucement Chloé. C'est ce que font les gens quand ils sont assez courageux. Ils se sauvent les uns les autres.